Bonjour à tous, moi c'est David de Kayser, je fais partie d'Ecopolis et je suis là juste pour être le maître du temps et vous faire signe quand vous dépassez. À vous la parole. Super, je vais me mettre là-bas, comme ça j'aurai le retour d'écran. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Martin Hedel, donc je suis enseignant-chercheur à Essiers-Paris, donc à l'université Gustave Eiffel. Je suis rattaché pour mes activités de recherche dans un laboratoire qui s'appelle le LIT, donc à l'université Paris-Cité, et j'ai une casquette aussi à Sciences Po sur un axe autour de l'évaluation des politiques publiques en lien avec l'environnement. On m'a demandé de parler de la chaleur en ville et de l'impact sur la santé des habitants, avec des données, comme vous le voyez dans le titre. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. On a déjà pas mal effleuré plein de concepts et de notions importantes. Juste un aperçu des activités qu'on mène, mais on va pas rester là-dessus. Ok, très bien. Donc la question c'est canicule et santé. Bon, je comptais pas vous mettre dans le vif du sujet aussi violemment, mais c'est comme ça. Donc qu'est-ce que c'est une canicule? Alors il faut imaginer que le bas de la diapo est invisible. Donc une canicule à Paris, donc la canicule, qu'est-ce que c'est? C'est un événement anormalement chaud d'un point de vue statistique, la statistique du climat local. Qui dit climat local dit que ce qui est anormal à Paris n'est pas anormal à Marseille, n'est pas anormal à Lille, et puis fortiori si on s'éloigne davantage, les écarts sont plus importants. Donc à Paris, la définition qui s'appuie sur les réponses épidémiologiques, c'est celle-ci. Donc c'est une température minimale et une température maximale en moyenne sur 3 jours qui dépassent les deux seuils, donc 21 et 31. Alors vous vous doutez bien que quand je montre cette figure-là à des étudiants étrangers qui viennent des tropiques, ça les fait bien rigoler. Mais effectivement, c'est le seuil à partir duquel on voit des réponses de santé à Paris. Encore une fois, c'est pas la même chose dans d'autres villes qui sont plutôt acclimatées à des climats plus chauds. La réponse en termes de santé, donc on a parlé déjà un petit peu de l'été 2003, l'Europe de l'Ouest, c'est 70 000 morts, donc il n'y a pas eu que Paris, ni que la France. Et je vous ai mis ici la réponse sur le nombre de décès quotidiens, c'est super motivant comme première diapo du matin, en France. Et on voit justement apparaître des petits pics. Alors qu'on a le Covid, qu'on reconnaît tous et toutes peut-être. Et on a la canicule de l'été 2003. Donc effectivement, on a plus que doublé à Paris la mortalité par rapport à ce signal un peu de fond qu'on retrouve d'année en année. Et on a quelques petits pics qui dépassent ici, qui certains sont je sais pas si c'est très lisible au fond, mais qui correspondent à d'autres canicules plus courtes, moins fortes, qu'on a eues soit avant, soit depuis. Donc, en France, c'était 15 000 morts. Donc, on l'a déjà dit, la mortalité à Paris a plus que doublé. Et la question, c'est pourquoi Paris a-t-elle été plus fortement frappée que d'autres régions d'Europe ou de France? Et c'est lié effectivement au fait que ce soit une ville et à ce fameux phénomène d'îlot de chaleur urbain. Alors, on en a beaucoup parlé de l'îlot de chaleur urbain. C'est quoi? Avant d'arriver là-dessus, vous pourrez pas voir, mais concrètement, cette courbe, si je prolonge les projections, ce qu'on projette, c'est qu'à partir de 2050, l'été 2003, ça va être l'été normal. Donc évidemment, l'objectif de l'adaptation au changement climatique, ça va être de ne pas reproduire les conséquences de l'été 2003 tous les 2 ans, en adaptant donc le territoire à cette nouvelle donne climatique. Donc, je vous disais, qu'est-ce que c'est que l'îlot de chaleur urbain? On en a déjà beaucoup parlé. Vous avez certainement déjà vu ce genre de représentation, ou en tout cas, c'est ce que renvoie à l'imaginaire la notion d'îlot de chaleur urbain. Il s'agit bel et bien de la différence de température entre la zone urbanisée et une zone de référence non urbanisée. J'irais même plus loin, il faudrait une zone non anthropisée. Alors en France, bonne chance pour trouver des zones auxquelles on n'a pas touché, donc c'est des zones rurales, mais il faut bien avoir en tête que ce sont des zones transformées déjà par l'homme. Alors c'est un phénomène qui a été observé et enregistré pour la première fois, dont on a gardé des traces par quelqu'un que vous connaissez toutes et tous sans le savoir, c'est Luke Howard. Vous le connaissez parce que si vous connaissez le nom de un nuage, Cumulus, Cumulonimbus, Stratus, c'est lui qui a inventé cette nomenclature-là. Donc vous le connaissiez tous et toutes. Et c'est lui qui a observé du coup le premier à Londres des écarts de température entre la Royal Society dont il était membre et les terres agricoles où il faisait faire des relevés par ses employés. Et donc il observe le premier, en tout cas dont on a la trace,
des différences de température qui perdurent sur l'année et dont l'intensité varie pas tellement en fonction des mois ou des saisons, mais en fonction qu'on prenne la température minimale ou la température maximale. Et en l'occurrence, c'est bien la température minimale qui montre un écart le plus important. Je vous ferai pas faire le calcul de conversion des Fahrenheit au degré Celsius, mais retenez que au 19e siècle, l'ordre de grandeur, c'était 2 degrés d'intensité maximale, moyenne. Et donc ça, c'est une propriété fondamentale qui est encore vraie aussi. C'est bien les températures minimales qui sont plus importantes en ville par rapport aux températures maximales. Pour une ville comme Paris aujourd'hui, mais Londres c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur, pour les grandes villes tempérées, dans les climats tempérés c'est assez universel, on est de l'ordre de 3 degrés en écart sur l'année. Et évidemment ça dépend des conditions météorologiques, c'est-à-dire que s'il fait gris et pluvieux, on va avoir un écart quasiment nul, alors que s'il fait grand beau et qu'il n'y a pas de vent, là ça va être autre chose. Et là on va mettre le doigt sur un sujet un peu épineux, c'est que quand on regarde ce qui se passe à Montsouris, on trouve de l'ordre de 8 degrés comme amplitude maximale donc de cet îlot de chaleur urbain. Mais pour ceux qui auraient déjà mis les pieds dans Montsouris, vous savez que c'est pas extrêmement urbain comme contexte. C'est une superstation du point de vue du respect des normes de l'OMM, de l'Organisation mondiale de la météorologie. Par contre, voilà, c'est pas un contexte extrêmement urbain et on n'est pas en plein centre de Paris. Météo France a rouvert une station à Lariboisière, si je dis pas de bêtises, et en prenant du coup les mesures là-bas, on a du coup des écarts plus importants de l'ordre de 12 degrés. Donc on met déjà le doigt sur une des grosses limites de l'îlot de chaleur urbain, c'est que ça dépend où on fait la mesure. Ça dépend où on fait la mesure en ville, et on va le voir, ça dépend aussi de où on fait la mesure à la campagne, et de qu'est-ce qui se passe à la campagne, aussi bien de ce qui se passe dans la ville. Alors qu'est-ce qui fait l'îlot de chaleur urbain? Donc on a différents mécanismes que du coup vous verrez pas, mais que je vais du coup décrire. Donc on a le piégeage radiatif, en fait la forme de cette rue, le soleil va pouvoir rentrer et il va être réfléchi et réabsorbé un certain nombre de fois par les différentes façades et le sol, alors qu'une surface plane, elle, aurait juste fait un reflet et l'énergie réfléchie, elle partait aux petits oiseaux. À toute chose égale par ailleurs, cette forme va être plus absorbante, donc il y a plus d'énergie solaire qui est captée mécaniquement. On a ensuite le manque d'évapotranspiration, donc ça a été effleuré aussi, c'est avec la notion que en ville c'est plutôt désertique par rapport à une zone non urbanisée, donc il y a moins d'eau présente dans les sols, mobilisable par les plantes qui sont beaucoup moins nombreuses pour faire de la régulation thermique via leur évapotranspiration. Les bâtiments sont des super paravents, donc ça ralentit les écoulements d'air. S'il y en a, c'est un vrai problème pour la qualité de l'air. Ça contribue un petit peu aussi à l'îlot de chaleur. Et enfin, le fait par densité d'occupation de l'espace, simplement, et notre activité de tous les jours qui est de consommer de l'énergie à des bureaux, en voiture, pour chauffer, pour climatiser, etc., on rejette des quantités importantes de chaleur, et dans les quartiers les plus équipés en clim, donc les quartiers de bureaux notamment, ça se voit dans le signal météorologique local. Alors, l'îlot de chaleur urbain, c'est intéressant, mais on s'intéresse qu'à un paramètre météorologique qui va être la température de l'air. Alors pareil, vous n'allez pas voir ce qui était écrit et caché, mais c'est pas grave, je vais vous le décrire. Il y a une notion qui nous manque et qui est celle qu'on connaît un peu toutes et tous dans notre vécu quotidien, c'est la notion de stress thermique. Donc c'est quoi le stress thermique? C'est un état physiologique dans lequel le corps humain doit fournir un effort pour assurer la régulation de nos fameux 37 degrés en température interne. Donc quand on a chaud, tout le monde sait qu'on transpire. Quand on a froid, à l'inverse, on grelotte, etc. Ça, ce sont des réponses pour maintenir notre température interne. Et en fait, la difficulté à assurer cette température interne, elle va dépendre de la température de l'air, oui, mais pas que. En fait, elle va dépendre de tous nos échanges thermiques avec notre environnement. Donc ça dépend de la chaleur interne. Est-ce que vous sortez d'un marathon ou de la sieste? Vous n'avez pas généré la même chaleur au sein du corps. Tout le monde est au courant de ça, quoi. Est-ce que vous portez short et t-shirt manches courtes, ou est-ce que vous êtes couvert avec des manches longues, un pantalon, etc. Ça va vous isoler plus ou moins de votre environnement. Ensuite, donc oui, il y a des échanges dits convectifs, donc avec l'air. Ça va dépendre de la température de l'air, mais aussi du vent. Quand on est en terrasse l'été et qu'on a chaud, on dit « Ah, ça manque d'air ». Ça traduit pas un problème de température, ça traduit un problème de brassage de l'air, de vitesse du vent, qui va affecter notre capacité à transférer notre chaleur vers l'air. Ensuite, il y a le fait d'être exposé à un rayonnement solaire. Est-ce que vous êtes au soleil? Est-ce que vous êtes à l'ombre? Est-ce que vous êtes exposé au reflet du soleil qui tape une paroi vitrée ou un mur blanc très réfléchissant ou des choses comme ça? Est-ce que vous êtes exposé
à du rayonnement thermique issu de surfaces qui ont chauffé toute la journée et qui sont en train de restituer une partie de leur chaleur sous forme de rayonnement thermique. On ne le voit pas, mais on le sent. Et enfin, on a un dernier paramètre, ça va être lié à l'humidité de l'air, qui va jouer sur notre capacité à nous rafraîchir par évaporation, soit de la sueur, soit quand on respire. Donc ceux qui ont des chiens, vous êtes au courant que ça transpire pas. Par contre, ça respire super vite, et c'est sa façon de faire de la transpiration dans les poumons. Évaporer l'eau des poumons. Et du coup, et donc en fait, la difficulté qu'on a, c'est que c'est ce paramètre-là qui est pertinent du point de vue sanitaire, c'est-à-dire que c'est à ça que le corps répond. La notion d'ICU, ça se limite en fait à la question de température d'air. Donc on va voir quelques exemples des limites de cette notion. Sachant que ICU et stress thermique sont des valeurs qui sont très variables dans l'espace et dans le temps, selon les cas de figure. Donc là, je vous donne une coupe transversale d'une ville fictive. L'ICU, on voit la nuit en bleu qu'il est vachement bien développé, il est très clair. En pointillé, vous avez la température de l'air. En continu, vous avez la température de surface telle qu'elle aurait été vue par un satellite ou un avion. En journée, il n'y a aucune corrélation entre les deux. La nuit, c'est moins pire, mais c'est loin d'être parfait. Puisqu'en fait, on n'observe pas la même chose. Quand vous êtes quand vous êtes au square, vous marchez pieds nus dans le sable, au soleil, c'est chaud, ou à la plage. Vous marchez plus loin vers le gazon, les pieds sont plus brûlants. La température d'air n'a pas bougé. Par contre, la température de surface, elle a changé. Si je vous donne une représentation en plan d'un peu de la même chose, on voit qu'on a, donc là on est sur des écarts de température pendant la canicule 2003 simulés. On voit que c'est pas juste des cercles concentriques, évidemment ça dépend de l'occupation du sol. On voit apparaître des espaces verts qui se cachent, alors ils sont pas verts, ils sont jaunes sur ce plan, mais voilà, qui créent des contrastes. Ici on se rend bien compte que même sans quitter à même distance du centre, on peut trouver en se baladant quelques kilomètres des zones plus fraîches que d'autres. C'est les fameux îlots de fraîcheur, alors du coup à cette échelle-là. Si je zoome un petit peu, donc ici mes petits carrés, ils font 250 mètres par 250 mètres, je vois apparaître de plus petits îlots de fraîcheur, donc on a les petits parcs parisiens, enfin petits à l'échelle de la métropole. Et alors si je zoome, là je regarde plus du tout la température de l'air, là je suis sur cette notion de stress thermique, donc là je suis au parc Monceau en journée, et ben on voit que quand je suis au soleil, je suis moins bien que quand je suis à l'ombre. Bon, merci Martin, je peux rentrer chez moi. Toujours est-il que c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que même sur du gazon, si vous êtes en plein soleil, eh ben c'est bien pire que de se cacher dans l'ombre et l'inertie thermique du bâti haussmannien, juste au nord du parc Monceau. Quand vous êtes du côté ensoleillé de la rue et que vous traversez, allez, vous parcourez 10 mètres vers le côté ombragé, sur la température de l'air, il s'est quasiment rien passé, peut-être un demi-degré, admettons, encore que. Par contre, en termes de ressenti et en termes de stress thermique, ça change tout. Donc voilà, on va tout de suite ici donc, sur une des limites. Si je passe un peu à la variabilité temporelle maintenant, on voit que, donc là j'ai une ville fictive en rouge et une zone rurale en vert, et ben, selon le moment de la journée, il ne se passe pas la même chose. Donc je vous ai dit que c'était la nuit que se développait le plus l'îlot de chaleur urbain, c'est surtout en fin de nuit, juste avant le lever du soleil, dans les conditions où il est le plus fort. En journée, il peut ne rien se passer, voire, selon ce qui se passe à la campagne, si on a eu un printemps, un hiver super sec, la campagne, elle va rien amortir, elle va chauffer tout de suite en journée. La nuit, elle va refroidir très vite, mais en journée, ça va se chauffer très vite, potentiellement plus vite que la ville, qui, elle, va garder son inertie, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas. Et du coup, on peut avoir ce qui s'appelle un îlot de chaleur négatif en journée. Donc selon le moment auquel on regarde, on va pas voir les mêmes choses. Et si je reprends mon indicateur du stress thermique et que je reprends le parc Monceau, donc là je regarde jour-nuit, alors attention, les cartes ici elles mettent en avant tout les contrastes, hein, donc le point le plus chaud à droite, il est plus froid que le point le plus bleu à gauche. Hein. Mais toujours est-il que les contrastes se sont complètement inversés, donc ce qui était frais en journée est devenu chaud, et à l'inverse, ce qui était très chaud en journée est devenu très frais, à savoir les pelouses en plein soleil, qui du coup la nuit sont exposées à la voûte céleste qui est très froide. Donc ça c'est bien des limites et des notions qu'il faut avoir en tête, parce que c'est de ça dont on parle, quoi. Et donc quand on commence à travailler sur de l'aménagement, nous, des trucs, enfin je passe mon temps à répéter, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce que c'est vraiment l'ICU qui nous intéresse, et du coup on va minimiser l'écart de température à 3, 4, 5, 6 heures du matin? Ou est-ce que c'est un espace public où on sait qu'il y a du trafic à d'autres moments de la journée? Il y en a quand même beaucoup en ville, hein, qui sont plus fréquentés en journée qu'à 3, 4, 5, 6 heures du matin. Alors est-ce que c'est vraiment le pic, ou est-ce que ça correspond à d'autres plages? Et donc là, ça demande un peu de raffiner notre grille d'analyse, c'est pas forcément évident. Voilà, alors
je vous ai dit que c'était l'indicateur sanitaire le plus important, le plus pertinent, le stress thermique. Pour autant, je ne suis pas capable de vous donner des seuils épidémiologiques, de dire à partir de tel niveau de stress thermique, voilà la réponse. En fait, on a beaucoup de mal à connaître l'exposition des habitants et des habitantes à quel niveau de stress thermique est-ce qu'ils sont confrontés. Donc là, je voulais dire 2 mots sur un projet de recherche financé par l'ANR et la Fondation de l'Université Gustave Eiffel qui s'appelle H3 Sensing, qu'on mène avec l'APUR et l'INSERM, où justement on cherche, un des volets du projet, c'est de caractériser l'exposition des habitants du Grand Paris au stress thermique. Donc regardez quelle exposition on a. On surveille aussi des paramètres physiologiques avec des montres connectées installées par l'INSERM pour voir un peu quelles sont les réponses des participants et des participantes. Et ensuite, essayer d'en déduire, une fois qu'on a analysé tout ça, qu'est-ce qu'on peut proposer comme aménagement ou piste de solution, quoi. Donc pour ça, nos participants vont être équipés de super sacs à dos, avec des capteurs qui dépassent de partout, pour justement caractériser le stress thermique, parce qu'évidemment, comme je ne mesure pas qu'un paramètre, la température de l'air, il faut plusieurs capteurs. Combiné avec le fait que c'est des citoyennes lambda qui vont le porter, donc dans le métro, ça va être sexy. Il y a aussi des mesures du coup qui sont faites chez les gens et notamment des apports solaires dans les principaux vitrages. Donc nous on a un doctorant, James Camara, qui bosse sur les sacs à dos déjà depuis 1 an. Là on est en phase d'assemblage, donc on a 180 participants qui vont être piochés dans le Grand Paris en fonction de leurs habitants, de leur logement, de leur profil socio-économique, etc. Et de où est-ce qu'ils se situent dans une zone rouge, jaune ou bleue, quoi, sur cette carte. Et donc on va avoir 180 participants. Là, on monte une bonne vingtaine de sacs avec les stations fixes et dans la maison, quoi, pour déploiement là au printemps et à l'été. On espère qu'il ne fera pas trop pluvieux et gris pour avoir un peu de signal. Voilà. Je tiens à dire qu'on n'a pas besoin que les gens tombent malades pour avoir des données. Les montres connectées, normalement, enregistrent des signaux dits faibles. Voilà. Donc ensuite, je termine juste là-dessus, c'est en termes de solutions, de réponse à ces problématiques d'îlots de chaleur et de surchauffe urbaine. Donc en fait, on s'adresse aux leviers que j'ai listés tout à l'heure. Hein. Donc il y a augmenter la réflectivité des villes. On peut aussi modifier la forme des rues pour les ouvrir un peu plus, sans perdre d'ombre. Travailler sur le manque d'évapotranspiration, justement en végétalisant. J'ai mis quelques contre-exemples, mais c'est pas grave, c'est le principe y est. Perméabilité aérolique, c'est beaucoup travaillé en Asie du Sud-Est. Et puis chaleur anthropique, donc toutes les mesures d'efficacité, de sobriété énergétique vont limiter du coup ces rejets de chaleur. Voilà. Et donc nous, au LEED, on travaille beaucoup sur les matériaux de revêtement, de façade, de toiture, beaucoup d'évaluation in situ, des outils d'aide à la décision. Et puis, ce qui est en cours, donc on a un projet avec les partenaires de l'IPSL justement pour évaluer l'impact des forêts urbaines, des travaux d'H3 Sensing dont je vous ai parlé, et puis on aimerait bien bosser sur les toits en zinc dont on parle beaucoup, mais en fait, on n'a pas trop les réponses, nous les scientifiques, par rapport aux questions qui sont posées pour l'instant. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Bonjour, merci de l'invitation. Je me présente Chloé Saga, je suis élue conseillère de Paris, je m'occupe des questions de climat et je suis vice-présidente de la commission environnement du Conseil de Paris. Et je viens vous parler d'un rapport qui a fait date, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est ici. Alors désolé, il a beaucoup voyagé, donc il est un peu abîmé. Il s'appelle Paris à 50 degrés. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un titre volontairement choc et on y reviendra, mais un titre qui malheureusement est une réalité qui en passe d'advenir. Alors on dit souvent que nous les écologistes, on peut être parfois un petit peu, on va dire, trop dans l'alerte et qu'on veut faire peur, mais en fait c'est une réalité dont il faut prendre en compte dès maintenant. Pourquoi ? Parce que d'abord un constat simple, le climat qu'on connaît maintenant, nos enfants, nos petits-enfants ne le connaîtront pas. Il suffit de lire la presse, hein, vous le savez, les températures très élevées, on les retrouve un peu partout sur le globe. On a observé des températures au Canada à 50 degrés, 48 degrés en Sibérie, et personne n'est épargné, et Paris encore moins. Donc l'objet de ce rapport a été de se dire pourquoi
pourquoi l'urgence? Pourquoi s'y préparer dès maintenant? Parce qu'il y a deux types de politiques. Il y a les politiques, ce qu'on appelle d'atténuation, donc qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et ce qu'on appelle les politiques d'adaptation, c'est-à-dire se dire que, en fait, on est déjà là, on n'est plus seulement dans une politique de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais comment on va vivre, comment on va se déplacer, comment on va se nourrir, comment on va travailler sous des chaleurs extrêmes. Donc le constat, il était simple, on est parti de là. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une mission d'information et d'évaluation? Ça peut paraître un terme un petit peu barbare comme ça et on ne comprend pas. C'est un peu comme une commission d'enquête, si vous voulez, au Parlement. Donc en gros, chaque groupe politique a le choix d'un sujet. Là, il se trouve que c'était nous, les écologistes, qui ont choisi ce sujet de l'adaptation et des canicules. Et en fait, c'est assez particulier puisque c'est 6 mois de travaux et c'est l'ensemble des groupes politiques, y compris l'opposition, qui y participent. Donc ça oblige à un travail de consensus, ce qui est très intéressant puisqu'on n'arrivera pas forcément aux mêmes solutions, même si chaque groupe politique peut contribuer et apporter ses propres contributions qui font partie d'ailleurs du rapport. Donc c'est 6 mois de travaux, c'est très intense, on se réunit toutes les semaines. On a auditionné à peu près 75 personnalités, donc des experts, des ONG, des syndicats, la PHP, des climatologues, etc. Et on a analysé à peu près près de 200 rapports, documents, analyses pour aboutir à la fin à des préconisations. Donc il y a 2 volets dans ce rapport. Il y a un volet plutôt sur l'évaluation des politiques publiques menées, notamment par la ville, puisque on a été l'une des premières villes à Paris à mettre en place le plan climat dès 2007. Donc on a été très en avance, mais on était beaucoup plus sur des politiques d'atténuation et moins d'adaptation, puisque l'adaptation reste encore un impensé en matière de politique. Alors bien sûr, il y a le grand plan national d'adaptation qu'on attend depuis longtemps, que le gouvernement vient de lancer et mettre en consultation publique, mais les villes qui sont en première ligne pour agir face au changement climatique n'ont pas attendu que le gouvernement se réveille, si je puis dire, excusez-moi, pour agir dès maintenant. Donc il y a un deuxième volet qui est donc le volet préconisation. À l'issue de ce rapport, on a rendu 85 préconisations, donc qui sont assez larges, mais qui couvrent principalement le champ de notre domaine, puisque malheureusement il y a plusieurs compétences que nous n'avons pas, et comme vous le savez, la compétence en matière de santé n'est malheureusement pas une compétence municipale, c'est une compétence nationale. Bien sûr, nous pouvons agir sur le domaine de la santé, nous le faisons, nous allons adopter un plan de santé environnementale la semaine prochaine, mais par exemple sur le travail, il y a des choses, et notamment qui concernent directement le secteur du BTP ou je pense le secteur agricole, où quand on a des chaleurs extrêmes, eh bien on ne devrait pas travailler, ce qui amènerait à décaler des horaires de travail, comme c'est le cas en Espagne, par exemple. Mais ça, ce sont des recommandations qu'on a fait au niveau national, plutôt en termes de plaidoyer, puisqu'en fait, nous n'avons pas la capacité de le mettre en place, hormis pour les agentes et agents municipaux de notre ville, notamment, je pense en particulier aux agents de la DEV, donc la direction des espaces verts. Vous vous rendez bien compte que quand ils travaillent en plein après-midi, les élagueurs sous 45 degrés, ça va être compliqué pour eux, donc il faudrait décaler les horaires de travail. L'Espagne l'a fait. Aujourd'hui, malheureusement, le risque canicule n'est pas inscrit dans le code du travail, donc c'est encore, nous avons encore beaucoup à faire, et donc on porte un plaidoyer, notamment, et que certains députés ont repris au niveau national, ce qui est par exemple de mettre un degré de température à partir duquel on pourrait exercer un droit de retrait. Donc par exemple, nous on a porté la proposition de mettre un droit de retrait à partir de 33 degrés dans certains secteurs qui sont très sujets à des fortes chaleurs, que ce soit le BTP, le secteur agricole, ou par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des morts, notamment dans les vignobles. Ce sont des professions qui sont particulièrement affectées. Donc voilà, ce rapport est très complet, c'est un rapport un peu à 360 degrés. On a essayé alors on pourrait faire une thèse sur chacun des sujets, puisque vraiment c'était passionnant et ça nous a pris beaucoup de temps. On a été d'ailleurs invité un peu partout en France pour présenter ce rapport et ses préconisations, puisque ça n'avait jamais été fait jusqu'alors, et beaucoup de villes se saisissent un peu partout de ce sujet. Pourquoi? Parce qu'en France, la canicule
canicule de 2003, en fait, on n'a pas nécessairement tiré l'ensemble des conséquences, notamment en matière de politique de santé publique. Nous, on a auditionné la PHP, qui nous a dit que, très sincèrement, il y a un rapport du Sénat, d'ailleurs, qui est très clair là-dessus, qui dit que ça a été un séisme sanitaire, puisqu'on parlait des chiffres tout à l'heure, c'est 15 000 à 20 000 morts, dont on estime 5 000 en Île-de-France, donc on parle bien de morts réelles, et il y a eu un problème de saturation, en fait, des services publics, et donc c'est un risque auquel on doit se préparer dès maintenant. Alors nous, on a commencé à le faire à la mairie de Paris, notamment en mettant en place un fichier pour les personnes âgées, qu'on appelle le fichier réflexe, donc quand il y a des périodes de forte chaleur, on les contacte pour qu'elles puissent venir, qu'on puisse les mettre dans des salles de fraîcheur, ou qu'on leur donne des conseils, etc. Mais il y a vraiment un problème de risque de saturation de nos services publics, malheureusement. Et puis, on le sait, on meurt autant de la chaleur en été qu'on meurt de froid. Et donc, il y a beaucoup de personnes vulnérables. Je pense particulièrement aux personnes, il y a les personnes âgées, il y a les femmes enceintes, mais il y a aussi les personnes à la rue. Et ça, on y pense moins souvent. Donc, c'est pour ça qu'on a porté notamment l'idée d'avoir un plan grand chaud, au même titre que le plan grand froid. Mais bon, je viens pas sur les solutions, puisque ça sera plutôt l'objet cet après-midi, mais il y a énormément de solutions sur lesquelles on peut revenir, puisqu'en fait la chaleur, elle tue déjà, mais en fait elle va avoir on vit pas la chaleur de la même manière selon son âge, selon son genre, selon son habitation, d'une rue à l'autre même, on ne vit pas la même chaleur, et on a un cumul de ce qu'on appelle les facteurs de vulnérabilité. Donc si vous êtes typiquement une femme enceinte, je vais prendre un exemple, une femme enceinte qui vit dans un quartier populaire et dans un logement insalubre de 10 mètres carrés sous les toits, je prends exprès un exemple assez choquant qu'on trouve peu, mais vous ne vivrez pas la même chaleur et vous serez beaucoup plus exposé que quelqu'un qui vit dans un appartement dans le 16e arrondissement à côté d'un grand espace vert. Donc voilà, il y a une inégalité face à la chaleur, et tout l'objet aussi de ce rapport, c'est de se dire que la population ne fuit pas, parce que tout le monde n'aura pas les moyens d'aller se réfugier, comme dans la période de Covid, dans sa maison de campagne. Et donc il y a un sujet d'inégalité de comment on va vivre la chaleur dans une ville comme Paris. Et surtout que les climatologues sont assez clairs et unanimes, ils savent pas nous dire quand exactement on va atteindre 50 degrés, mais en tout cas ça a déjà été observé, c'est-à-dire que on a des températures, on a atteint 45 degrés dans des écoles, sur les toits en zinc qui sont particulièrement qui attirent la chaleur, on atteint des chaleurs qui peuvent atteindre 70 degrés. Donc vous imaginez, si vous êtes sous un logement qui n'est pas isolé en dessous, à quel point ça fait un effet de surchauffe. Sur les revêtements routiers, 60 degrés. Donc en fait, c'est une réalité à prendre déjà en compte, et ce que nous disent les climatologues, moi je ne suis pas experte et chercheuse, mais en tout cas ce rapport est basé sur la science, puisque on a auditionné un certain nombre de climatologues. Robert Votard, qui est membre du GIEC désormais, a été auditionné, nous dit qu'on ne sait pas exactement dire quand les pics de chaleur nous atteindront 50 degrés, mais ils estiment que la canicule de 2003 que nous avons vécue, elle pourrait être considérée comme un été normal d'ici 2030 à Paris. Donc je ne sais pas si vous imaginez à quel point l'urgence elle est là dès maintenant, et puis on pourrait connaître des températures similaires à une ville. Le climat de Paris pourrait être comparable à une ville comme Séville en Espagne, avec des variations et des pics à 45-50 degrés, même si les variations et les fréquences seraient différentes. Donc face à tout ça, il faut qu'on s'adapte. Ça implique beaucoup de choses, ça implique les infrastructures du quotidien, donc les transports, je l'ai dit, le travail, comment on va se déplacer, les mobilités aussi. Donc c'est tous des champs entiers qu'on doit revoir en matière de politique publique. Et pour ça, on a besoin effectivement d'argent. C'est pour ça qu'on attend avec impatience que ce plan de l'État soit mis sur la table, puisque nous, on a déjà commencé à rénover en partie les écoles aussi, puisque les enfants sont particulièrement vulnérables. Vous imaginez faire classe dans une école où il fait 45 degrés, à la fois pour les enseignantes et enseignants, mais aussi pour les enfants, c'est un réel problème. Donc on a imaginé un certain nombre de solutions. Alors c'est pas aussi ambitieux que certaines et certains auraient souhaité l'être, puisque c'est un rapport, comme je disais, qui doit être adopté à l'unanimité. Donc vous imaginez bien la dernière séance, 6 heures d'ailleurs, c'était ici même à l'Académie du Climat, dans la salle d'à côté,
où on s'est retrouvés avec mes collègues de droite, où on a fait 6 heures, une séance de 6 heures pour sortir la fumée blanche pour arriver à des préconisations qui ont fait date et qu'on retrouve un peu partout maintenant, qui ont essaimé, et ça on est très fiers de ça, c'est-à-dire que même en Espagne on a été amené à présenter nos travaux, au Parlement, un peu partout dans les villes. Aujourd'hui même les entreprises viennent nous demander de présenter leurs travaux, les écoles de commerce qui s'y intéressent, puisque ça va impacter l'ensemble des secteurs d'activité, et donc il faut prendre en compte l'adaptation dès maintenant. Voilà, je vais pas être plus long, je pourrais revenir sur plein de sujets. Juste voilà, on a eu pas mal de freins, notamment je vous disais le travail, le genre. Il y a encore pas mal de trous dans la raquette. Ce rapport prétend pas apporter des solutions miracles. Il n'y a pas de solution miracle. Malheureusement, on est déjà ce que nous disait Magali Regueza, qui est ancienne présidente du Haut Conseil pour le climat, qui a été la première audition qu'on a faite, qui a posé vraiment les bases je pense que beaucoup d'élus n'avaient pas conscience d'une telle réalité. Nous a dit ce que les villes du Sud ont fait en 100 ans. Nous, à Paris, on doit le faire en 10 ans. Et ce qu'il faut, et ça je reviendrai pas sur ce que vous avez dit, la particularité de Paris, c'est qu'on est à 80% une ville artificialisée, donc on est au cœur d'un îlot de chaleur urbain, et en plus c'est dû à des siècles et des siècles d'artificialisation des sols, et notamment des matériaux, ou avec des hauteurs d'immeubles qui font que les hauteurs d'immeubles empêchent la circulation de l'air. Donc on est la région la plus artificialisée de France. Donc effectivement, il faut revenir sur ces siècles d'artificialisation, et ça commence par le bâti, et ça c'est vraiment un enjeu qui est fondamental, le bâti, et notamment les sols, puisque on le sait, nous c'est ce qu'on fait avec les cours oasis ou autres, ils retiennent la chaleur, par exemple l'asphalte qu'on a utilisé énormément, qui est un matériau qu'aujourd'hui on retrouve un peu partout dans Paris, retient la chaleur, emmagasine la chaleur, et en fait il faut revoir entièrement à la fois nos rues, nos écoles, nos bâtis publics, et donc c'est une des priorités. Voilà, mais je vais pas être plus longue, et je laisserai place aux questions s'il y en a. Merci beaucoup. On va passer à l'intervention. Est-ce que vous voulez Bonjour à tous, Erwan Cordeau, donc chargé d'études à l'Institut Paris Région, au département environnement urbain et rural. Je vais intervenir sur des exemples d'approches pour l'action publique, l'action privée, pour les collectivités notamment, de la notion de vulnérabilité à la chaleur urbaine. Et vous avez vu que là, j'ai mis volontairement vulnérabilité avec un S. On a eu 2 exemples juste avant par les orateurs précédents, que c'est hautement complexe. Il y a plusieurs, selon les cibles, selon les registres d'action, selon les lieux. Donc, on a différentes expositions et différentes vulnérabilités. Et le principe de la vulnérabilité, donc je vais présenter effectivement cette notion de vulnérabilité à la chaleur urbaine que l'on a quotidiennement l'habitude, nous, de travailler, et par rapport à l'information géographique. Et puis, les 2 exemples, c'est l'approche expert. Voilà, donc on essaye avec les enseignements de la recherche, de proposer une approche de vulnérabilité géographique. Voilà. Et puis, l'approche de co-construction qui va mêler un travail entre chercheurs, avec leur niveau d'enseignement sur la chaleur urbaine, et les parties prenantes qui ont aussi des enseignements, l'action publique, l'action privée, qui ont aussi des enseignements, et la co-construction autour d'un outil, d'une approche de vulnérabilité, mais avec un S. Donc je ne me présente pas, Institut Paris Région. Voilà. Donc la petite notion de vulnérabilité qu'on a coutume de travailler à l'Institut, et il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent en ce sens, c'est de rapprocher 3 composantes, l'aléa et son exposition territoriale, la sensibilité ou susceptibilité individuelle. Il y a plusieurs noms pour qualifier ce 2e registre, c'est-à-dire effectivement, par exemple, l'âge des personnes. On a parlé des femmes enceintes, voilà, différents facteurs de sensibilité individuelle ou collective, par exemple la fragilité de l'habitat, passoire thermique, etc. Et ensuite, il y a un 3e niveau qui est vraiment important à prendre en compte, c'est la capacité ou difficulté à faire face. C'est avec ces 3 composantes rapprochées qu'on a un diagnostic de vulnérabilité, mais on se dit ça ne fait pas peur, parce que ces 3 entités, ces 3 composantes sont autant
de registres de solutions différentes. Alors, par rapport à la chaleur urbaine, on en a parlé beaucoup ce matin, l'aspect îlot-chaleur urbain. Je veux resituer que pour l'approche de vulnérabilité à la chaleur urbaine, on a l'aléa, c'est la vague de chaleur, c'est la canicule qui peut toucher Paris, un territoire, un département, l'ensemble de l'Île-de-France, l'ensemble de la France, comme la canicule de 2003. Donc, il y a une géographie, effectivement, climatique de l'aléa. Se rajoute l'effet d'îlot de chaleur urbain, notamment la nuit, les contrastes de température nocturne, qui est un facteur aggravant, et on va le voir par les effets de l'aménagement, notamment les effets des caractéristiques des îlots, des pâtés de maison, etc., en fonction de leur minéralité, des rapports à la présence, la carence en eau, en espace d'air, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, l'aléa, qu'on va regarder, parce que la géographie d'une canicule, du vague de chaleur, comme ça peut toucher localement, voire toute la France, celle-là, on va la mettre en toile de fond, et on va regarder particulièrement la géographie de l'effet d'îlot de chaleur urbain, puisqu'il y a des contrastes thermiques, il y a des contrastes locaux qu'on va regarder plus précisément. Ensuite, on va regarder les enjeux, et là, c'est les enjeux avec un X, parce que les enjeux, c'est ce à quoi l'on tient, donc il y a l'enjeu sanitaire, il peut y avoir un enjeu par rapport à un service de distribution de l'eau, distribution de l'énergie, etc. Donc là, on va être dans l'enjeu sanitaire, et c'est là que les composantes sensibilité, susceptibilité individuelle et difficulté à faire face interviennent particulièrement. Donc, le socle de base, c'est que la connaissance, elle continue. On a cité un projet de recherche, je vais en citer un deuxième, qui est H2C, qui est Chaleur et Santé en Ville. Donc j'y reviendrai, et puis il y aura peut-être deux intervenants comme Santé Publique France, Mathilde Passet pour en parler. Mais donc la recherche, elle continue la recherche en termes d'exposition, de sensibilité, de vulnérabilité, elle continue. Et donc on essaye, nous, maintenant, de vulgariser les principaux enseignements, et qui continuent. Donc nos outils, ils changent, ils adaptent, il y a des indicateurs nouveaux qui arrivent, parce que effectivement, on a des enseignements nouveaux qui continuent à arriver. Donc là, c'est quelques exemples du socle fondateur. Donc c'est toujours en lien avec les avancées de connaissance de la recherche. Alors, j'attaque le premier sujet. Premier exemple, le diagnostic un peu expert de vulnérabilité à la chaleur urbaine. Ça fait 15 ans qu'on a commencé là-dessus. Et là, on est dans une approche numéro 2 qui vient d'être publiée. Donc, en tout cas, c'est dans des outils qui sont en ligne, accessibles à tout le monde. Par Internet, c'est ce qu'on appelle l'outil Cartovise Chaleur en Ville. Donc, déjà, on essaye de comprendre par l'aménagement l'effet d'ICU. Il y a 6 familles de perturbations qui interviennent dans la genèse d'un îlot de chaleur urbain, en distinguant bien, comme l'a dit Martin, le jour, c'est pas pareil que la nuit. Voilà. Donc là, on va se focaliser plutôt sur la période nocturne où le contraste effet d'ICU est le plus important. Et puis, donc, ça nous donne, en reconstruisant effectivement par les caractéristiques de l'aménagement, avec une approche que la recherche communément utilisée au niveau mondial, l'approche des zones climatiques locales et de ses propriétés et de ses aides. On y intègre aussi les enseignements de la recherche, de la modélisation d'un été très chaud du projet de recherche MAPUS de 2003, et on est capable d'essayer de reconstruire cette géographie de l'ICU, en particulier la nuit, sur l'ensemble du territoire. Non pas que Paris, mais bien sûr, l'effet d'ICU est beaucoup plus marqué sur le continuum urbain, et les quartiers centraux de Paris sont beaucoup plus forts. Ensuite, on arrive sur l'approche de vulnérabilité qui nous intéresse pour l'action, c'est-à-dire, outre l'aléa chaleur urbaine qualifiée, comme je vous l'ai dit, par l'aménagement, on a pris quelques indicateurs de sensibilité
J'ai parlé de l'âge, mais la densité d'occupation d'un logement, par exemple, les passoires thermiques, voilà, la dégradation de qualité de l'air liée à l'ozone, cofacteur de risque sanitaire en période estivale, en lien avec la chaleur aussi, et puis des facteurs de difficulté à faire face, quelques-uns, comme notamment, c'est là qu'on va trouver le niveau de revenu. Donc ce principe expert, c'est un principe de responsabilité. C'est pas qu'il est fait en chambre, puisqu'on utilise quand même en étant intégré dans des projets de recherche les enseignements, voilà, mais il est quand même fait un peu en chambre, notamment sur la sélection des indicateurs qui sont valorisables géographiquement, parce que on aimerait avoir la géographie des femmes enceintes à un moment donné. Non, c'est pas une donnée que l'on a. Donc voilà, on raisonne par rapport à la donnée mobilisable géographiquement à notre échelle de travail qui est l'îlot pâté de maison. Et puis l'approche expert va dans son coin proposer des simplifications, des effets de seuil, des pondérations, etc. Et on dresse une vulnérabilité, notamment qui est forte, liée au cumul de paramètres défavorables que l'on rencontre en un endroit donné. Ça, c'est la première approche. Voilà. Et donc, avec ces résultats de vulnérabilité, c'est une autre géographie. Il y a la géographie des quartiers à effet d'ICU. Il y a la géographie de la vulnérabilité à la chaleur urbaine avec des enseignements statistiques. Et notre outil permet de recomposer, redonner quels sont les facteurs qui ont influencé ce résultat-là. Voilà. Deuxième et dernière partie, c'est une deuxième approche radicalement différente, c'est-à-dire la co-construction d'un diagnostic de vulnérabilité en associant dans un même exercice les acteurs de la recherche qui continuent à avancer sur le sujet et des acteurs parties prenantes qui ont aussi leurs enseignements, des collectivités, des responsables de réseau, etc. à la même table, autour d'un outil où on a effectivement rassemblé un certain nombre de données de la recherche et de données socio-démo urbaines, aménagement, etc. C'est ce qu'on a tenté de faire dans le cadre de la recherche HEC avec donc c'est un consortium avec Météo France CNRM, l'Institut Pierre-Simon Laplace, le Santé publique France, l'ORS chez nous à l'Institut, il y avait également Air Paris pour les enjeux de qualité d'air associés, etc. J'oublie plein de noms, mais il y a 8 acteurs dans ce consortium. Et donc, ces ateliers de travail, je vous en livre un petit exemple, c'est autour d'une plateforme géographique. On a à la maille, donc c'est une maille assez fine, 250 sur 250. Donc, le but du jeu, c'est de faire rentrer jusqu'à cette maille les derniers enseignements de cette recherche HEC sur les aléas chaleur, la dégradation de la qualité de l'air, l'exposition, les impacts santé, etc. Un certain nombre de données socio-démo urbaines, les déterminants potentiels de sensibilité ou de difficulté à faire face, le niveau de revenu, etc., l'indice de défaveur sociale, des éléments comme ça. Et puis, donc, on confronte dans des séances de travail, d'ateliers, on superpose c'est un outil qui permet de superposer ces critères-là dans ces 3 registres. Voilà. Et donc, on fait travailler les acteurs donc de la recherche et de l'action autour de questions de définition des enjeux et de la vulnérabilité. Et donc, là, c'est le moyen d'avoir une acculturation mutuelle, d'une sélection des enjeux collectifs, un ou plusieurs enjeux, de jouer sur les critères de priorisation, avoir la main là-dessus et de produire un résultat et d'en tirer une analyse. Voilà le principe de la plateforme. Donc il y a 3 registres d'entrée de critères et donc qui ont chacune une couleur et donc c'est la superposition. Quand sur une même maille on a plusieurs registres avec les seuils, etc., qui sont mis en avant, et donc les couleurs vont différer. Par exemple, ici, on a la superposition fonction des 3 critères qui ont été étudiés. En noir, c'est la superposition maximale, la plus forte des 3 critères. Là, en l'occurrence, la question, c'était où prioriser la rénovation énergétique du parc HLM pour protéger de la canicule les publics défavorisés. Pour la question de l'aléa,
c'est la température de nuit qui a été une journée sans vent observée le 16 juin 2022 qui a été utilisée. Pour le critère de sensibilité, c'est l'indice de défaveur sociale. Et pour le un autre critère de sensibilité, c'est le nombre de logements HLM loués vides en 2020. Voilà, par exemple. Et avec des seuils. Et donc, ça nous donne cette géographie. Et en noir, effectivement, c'est là où on a les cumuls maximum. Tout ça pour dire, et j'en termine, que dans ces ateliers de travail, par exemple sur la question de la réflexion des groupes sur les facteurs de sensibilité, effectivement, le fruit des différentes tables nous a mené à montrer des choses très différentes. On s'intéresse par exemple dans un cas aux alertes canicules la nuit et la sensibilité par l'âge, les plus de 65 ans. D'autres, c'est toutes les populations. D'autres, c'est les sensibilités des femmes de plus de 75 ans isolées par rapport à des aléas qui sont pas toujours les mêmes. Parfois, c'est des aléas de type alerte, parfois, c'est des aléas sur toute la période chaude de l'été. Voilà. Donc, c'est en ce sens que c'est vraiment pertinent. Là, par contre, là, c'est la dernière slide, rassurez-vous. C'est par rapport au registre d'action. Il y a les registres d'action de transformation lente de la ville pour, par exemple, notamment améliorer l'effet de chaleur urbain, et puis lutter contre les effets de chaleur urbain, ou alors c'est des registres d'action pour la gestion de crise ou préventif à la gestion de crise, la question des abris climatiques, etc. Là, en l'occurrence, il y a un des ateliers qui a travaillé sur les secteurs JO. Les secteurs, c'est un peu derrière nous, mais c'était d'actualité quand même. S'il y avait, pendant cette période, sur les sites d'entraînement JO, si les lieux recevant beaucoup de public pour les Jeux Olympiques, et voilà. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que, en gros, et je conclus par ça, il y a une production de cartes de vulnérabilité, donc avec un S qui sont différenciées selon les cibles, personnes résidentes, population âgée, jeunes populations, à l'école, comme on l'a cité tout à l'heure, voilà. Et les registres d'action, ça peut être la transformation de la ville, ça peut être la prévention, gestion de crise, et ça donne effectivement tout un registre de cartes de vulnérabilité différentes et qui rend un peu difficile de faire un travail de produire un service climatique urbain qui réponde à tout ce que les acteurs de parties prenantes veulent pour l'action. Donc voilà, c'est pour aussi éclairer là-dessus, c'est qu'on a besoin de plein d'outils complémentaires en cumul. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous voilà à la fois informés et outillés. On va prendre un petit temps de questions. Oui, bonjour. Alors, je vais mettre le micro aussi un petit peu plus près. Merci déjà pour ces présentations, toujours très instructives. Donc, je suis Pascal Poulain, donc responsable RSE chez l'aménageur public Citalios. Et en fait, j'avais une question pour Madame Sagaspe. Voilà. Donc, tout d'abord, je tenais à saluer l'initiative de la ville de Paris, puisque j'ai vu, donc effectivement, il y a ce rapport sur Paris 50 degrés, mais il y a également un exercice de gestion de crise qui a été fait en octobre 2023. Justement pour simuler un pic de chaleur à 50 degrés en associant finalement les habitants, les associations de sécurité civile. Et donc je me demandais si cet exercice était prévu également de manière régulière pour préparer la population, préparer les différents agents aussi qui peuvent être sollicités. Voilà. Merci. Ça me permet de rebondir puisque j'ai pas eu le temps de dire tous les super plans qu'on va adopter la semaine prochaine. On siège en Conseil de Paris. C'est ce qu'on appelle la stratégie résilience de la ville de Paris. Donc, qui en fait est là on est dans la prévention et la gestion des risques. Donc, que ça soit inondation, crue de la Seine, sécheresse, incendie. Donc là, c'est vraiment du pratico-pratique en fait avec les acteurs, notamment la protection civile de Paris, les pompiers, etc. Pour en fait se dire comment on fait une fois quand on est en crise, vraiment en situation de crise, comment on va gérer la crise. Et donc l'exercice de crise Paris à 50 degrés qui est issu du rapport a été
fait dans 2 arrondissements, le 13e, et j'ai un doute sur l'autre, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Oui, ça va être reproduit. L'idée est de faire des situations de gestion de crise, pourquoi pas avec d'autres villes d'ailleurs, puisque on l'a vu, vous l'avez vu, les inondations à Valence. On sait très bien qu'aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que la France n'est pas prête, la France n'est pas préparée. Il pourrait connaître, alors pas de la même manière, mais des inondations similaires. Et la crue de la Seine, on l'a vu par le passé, a déjà été un problème. Donc en fait, pour anticiper ça, on a mis en place ce qu'on appelle une stratégie de résilience qu'on va voter la semaine prochaine avec des exercices de crise comme ça. On va voter également le plan climat qui reprend une partie des préconisations du rapport, le plan Paris santé environnementale et le plan local d'urbanisme. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce rapport, ce sont des recommandations. Il n'a pas de valeur réglementaire à proprement parler. C'est des préconisations qu'on fait, mais pour qu'ils aient valeur de politique publique, il faut qu'ils soient implémentés dans des plans. Et donc l'idée, c'est qu'il irrigue l'ensemble des politiques publiques qu'on mène, puisque l'adaptation, elle concerne tout. Elle concerne l'urbanisme, elle concerne la santé, elle concerne l'alimentation, donc dans la biodiversité, on va bientôt avoir un plan biodiversité, donc voilà, donc oui, l'idée est de se préparer avec des exercices de crise, donc on va en refaire bien sûr, et l'idée là est d'avoir une coopération métropolitaine, voire régionale, voire avec d'autres villes européennes, donc on va essayer de monter ça pour pouvoir, d'autres villes là sont très intéressées, notamment Lyon. Lyon a lancé une stratégie d'adaptation qui s'est inspirée de la nôtre avec des mesures, on réinvente pas la pluie, hein, en fait, c'est toujours les mêmes mesures, hein, des mesures principalement, on va dire, de végétalisation, hein, qui sont des mesures basées sur ce qu'on appelle les solutions naturelles plutôt que des solutions, puisque en fait c'est là le principal levier d'action qu'on a, c'est débitumer et c'est végétaliser. Mais l'idée est d'avoir, pourquoi pas arriver à terme à avoir des exercices de crise communs pour pouvoir se préparer et notamment s'il y a un risque par exemple de surchauffe, que ça soit tous les matériaux, les télécommunications, comment le service public va continuer à fonctionner très sincèrement quand il y a un risque réel de surchauffe qu'on a déjà observé. Bonjour. Donc, excusez-moi, j'ai une voix en compote. Donc, MDB, mieux se déplacer à bicyclette. Et je voudrais aussi également saluer les travaux à Paris pour réduire l'emprise de la voiture, notamment thermique, qui est source de chaleur anthropique en ville, donc qui augmente la température. Donc j'invite l'assistance, tout ce qui est côté aménagement, bâti, rénovation, à prendre en compte les mobilités douces, et notamment le vélo, qui a un double impact positif sur la santé en réduisant les nuisances sonores, pollution, etc., l'emprise sur l'espace public, et en donnant de l'exercice et en luttant contre la sédentarité de nos habitudes en ville, notamment. Et j'ai une question, c'est est-ce qu'on a fait des études sur les dangers de se déplacer en vélo quand la température moyenne en ville va être typiquement autour de 30-35 degrés en été. Le milieu du sport fait partie de ceux qui a beaucoup travaillé sur les enjeux de la chaleur et de la santé. Alors, c'est pas spécifique au vélo, mais effectivement pour les JO, notamment cet été. Alors cet été, on a eu de la chance, on a eu un été normal d'il y a 20 ans, mais concrètement, les athlètes, il y a tout un travail de préparation à faire de l'effort physique sous la chaleur. Donc il y a de la culture, de l'acclimatation. Donc il y a certaines équipes qui ont été passées plusieurs semaines dans le sud de l'Espagne avant les épreuves pour justement acclimater le corps humain à ces pics de chaleur pour mieux résister sous effort. Mais en tout cas, ce que je disais en préambule sur la notion de stress thermique, c'est que c'est bien proportionnel à l'effort. Plus on génère de chaleur, plus on est sensible. Et ce qui est certain, c'est que à 50 degrés, c'est peut-être plus une très bonne idée de se déplacer tout court.
Il y a Chloé en a largement parlé des problématiques de travail à l'extérieur. Il y a des gens dans la rue. Il y a les files d'attente. Il y a les transports en commun. Nous, sur l'analyse qu'on va faire dans H3 Sensing, les paris sont un peu ouverts. Donc, je l'ai pas dit, mais on passe 95% de notre temps à l'intérieur. Donc, le stress thermique à l'intérieur, il est très lié à la température de l'air, mais intérieur. Quand on est à l'extérieur, c'est là où on s'expose à des pics forts de stress thermique. Mais finalement, quand on attend quelqu'un dans la rue, si on est au soleil, on traverse la rue, on se met du côté ombragé, on s'adapte. Et puis quand la personne arrive, on lui fait un coucou, ou maintenant on a le téléphone portable. Il y a des situations où on ne fait pas ça. C'est quand on est dans une file d'attente. Donc typiquement, moi j'habite à côté des catacombes, il y a des files d'attente interminables, et il y a toute une partie où les gens sont en plein soleil, même si c'est un square vert. Il y a aussi des situations où, pour les transports en commun, on attend au soleil. Vous n'allez pas attendre de l'autre côté de la rue, le tram. Et ça fait partie des situations particulières. Alors, c'est pas des efforts, mais il y a quand même un travail sur les mobilités à faire, parce qu'il y a des situations d'attente où on peut être en stress thermique ponctuel, mais intense. Ouais, et si je peux compléter, alors une étude à proprement parler sur le vélo, je ne saurais pas dire à proprement parler. Après, nous, on a bien sûr auditionné Paris Ancel, des associations, etc., qui nous ont justement dit les difficultés auxquelles elles pouvaient être confrontées. Globalement, les recommandations sont de ne pas faire de sport normalement quand il y a des chaleurs extrêmes comme ça. Donc le vélo pouvant être considéré comme un sport, tout dépend les trajets que vous faites, mais c'est sûr qu'en plus vous faites ça sur du bitume qui est à 60 degrés sous une chaleur écrasante, c'est fortement déconseillé pour la santé. Ça paraît assez évident d'un point de vue santé. Après nous, ce qu'on a étudié, on s'est intéressé à la question du sport, puisqu'on avait les JO, mais aussi des festivals qui sont souvent, par exemple, faire un marathon en plein été sur le goudron, les solutions ultra écologiques que certains ont fait, où on arrose le bitume, super quoi. Donc en fait, on s'est posé des questions assez pratico-pratiques. Les festivals, c'est pareil. Est-ce qu'on ne doit pas décaler du coup les grands événements sportifs qui pourraient être en été sous des chaleurs extrêmes? Donc changer les horaires, je le disais, ça peut être pareil pour le sport. Donc on va éviter de faire du sport en plein après-midi sous des chaleurs écrasantes. Donc ça veut dire décaler par exemple des épreuves sportives qui peut y avoir qui sont en extérieur. Ça veut dire le faire dans des lieux qui soient rafraîchis. Tout dépend des épreuves qu'on a. Il y a eu un rapport d'ailleurs du VVF qui est sorti sur la question du sport et puis aussi les matériaux qu'on utilise sur les terrains, sur le sol, etc. Après, sur le vélo à proprement parler, je ne saurais pas répondre en tant que tel, mais effectivement, merci de souligner la politique qu'on mène en faveur du vélo à Paris et des mobilités douces qui contribuent à faire baisser la pollution de l'air et qui reste encore mortelle puisqu'on estime qu'il y a à peu près 8000 morts par an à Paris. Bonjour, Guilben Soussan de l'UD 93, donc service déconcentré de l'État. C'est plus un témoignage qu'une question. Avec notre équipe, nous sommes en charge de la planification urbaine en Seine-Saint-Denis, qui doit notamment, donc nous sommes en charge des avis de l'État sur les PLUI de plus en plus. Nous avons eu à rendre quatre avis ces derniers temps sur 2 élaborations de PLUI, une révision et plusieurs modifications. La difficulté que nous avons en Seine-Saint-Denis, comme j'imagine ailleurs en Île-de-France, c'est que nous sommes confrontés à des injonctions contradictoires, y compris de l'État. Obligation de production de 70 000 logements en Île-de-France par an. En Seine-Saint-Denis, sur chaque territoire intercommunalité, c'est l'équivalent de 30 000 logements à construire dans les 10 ans à venir, en moyenne, entre 20 et 30 000 logements. On s'est aperçu que rares sont nous sommes aussi comme diagnostic de territoire, c'est l'une des plus fortes concentrations de tissus pavillonnaires d'Île-de-France. Donc les rares espaces où l'on peut densifier et construire, ce sont finalement dans les tissus pavillonnaires qui sont globalement moins denses que les autres secteurs. Donc la plupart des élus se réfugient derrière l'îlot de fraîcheur que représentent les jardins des propriétés individuelles pour gêner la densification de ces secteurs. Nous, agents de l'État, nous n'avons que très peu de leviers
réglementaires pour pouvoir les y contraindre. Alors effectivement, il y a la désimperméabilisation, les ERC à 150% d'imperméabilisation, enfin pour l'imperméabilisation. Nous avons un certain nombre d'outils, mais finalement, les contraindre à construire des espaces verts, des publics, pas simplement privés, les contraindre à... On voit les difficultés de l'exercice, d'autant qu'il y a toujours cet objectif de production de logements. Alors pour rester sur une note peut-être un peu moins sombre, on s'est aperçu sur l'ensemble de ces 4 gros changements de PLUI qu'il y en a un qui est rentré dans une véritable démarche vertueuse. Je crois qu'il est accompagné dans le cadre du PRSE 4, pleine commune pour ne pas le citer, qui effectivement s'est emparé réellement du sujet, du problème, et ce sont les élus avec les équipes de la ville qui sont allés quasiment au-delà de ce que leur propose la loi. Et donc, ça donne quand même une perspective positive. Mais nous, agents de l'État, nous sommes souvent confrontés effectivement aux difficultés de mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques, y compris, j'entends parler tout à l'heure, d'agir sur les façades. Légalement, sur le code de l'urbanisme ne permet pas, par exemple, de cibler, par exemple, un changement de façade tout en bois, par exemple. Le code de l'urbanisme n'a pas à intervenir sur ce type de critères. C'est pas une réponse, mais pour vous dire, vous avez absolument raison. On parle de l'enjeu de nature en ville, de renaturation, mais effectivement, il faut préserver déjà l'existant en termes de potentiel de fraîcheur. Les jardins de l'habitat, c'est vraiment à qualifier de très précieux, etc. Et donc, on voit effectivement qu'il y a un enjeu, c'est déjà de maintenir l'existant qui peut apporter, qui apporte encore de la fraîcheur en ville. Voilà, ça vous avez entièrement raison. C'est un peu l'objet aussi des travaux de révision du schéma directeur où ça a bien été intégré sur notamment la zone la plus dense du tissu du continuum urbain de l'Île-de-France. Mais vous avez entièrement raison. Et il n'y a pas que la construction d'espaces verts nouveaux, il y a aussi le maintien des îlots de fraîcheur existants. Absolument. Oui, il y a une autre chose à laquelle on a été confronté, c'est la question des architectes des bâtiments de France, où on a à la fois un enjeu d'un intérêt patrimonial dans la ville de Paris, avec un enjeu d'habitabilité versus végétalisation de la ville. Ce qui fait que, par exemple, je vous donne un exemple très concret, les toits. Les toits de Paris sont considérés comme le patrimoine immortel, immatériel de la ville de Paris. Ça fait le charme de Paris. Beaucoup de gens souhaitaient le classer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si on classe les toits au patrimoine mondial de l'UNESCO, on peut plus directement agir dans le PLU et notamment faire ce qu'on appelle des cool roofs, où on peut mettre des toits en blanc, ce qui peut réduire de 3 à 4 degrés la chaleur sur les toits. Donc c'est conséquent. Donc vous voyez, on a des injonctions contradictoires comme ça, où par exemple, des fois, on voulait planter un arbre, je vous donne un exemple, planter un arbre dans une rénovation de place, les architectes de bâtiments de France vont nous dire que en fait, ça va gêner la vue sur la façade d'un immeuble qui est classé. Donc on a effectivement des injonctions contradictoires en urbanisme entre eux, et c'est pour ça qu'on a ouvert des discussions et des négociations avec les architectes des bâtiments de France pour se mettre d'accord, notamment dans le plan local d'urbanisme et quand on fait des grandes rénovations, typiquement sur des places, pour éviter ce genre d'injonction contradictoire et pour pouvoir concrètement agir entre l'intérêt patrimonial d'un côté, qui est important, notamment dans une ville comme Paris, et puis de l'autre côté, l'intérêt d'habitabilité, on va dire, pour pouvoir végétaliser ou rafraîchir la ville. Oui, enfin, c'est sur le cool roof. Peindre les toits en zinc est une erreur. J'habite sous des toits en zinc et c'est pas isolé. Donc je suis vraiment concerné. Je dis ça parce que Dan Lert m'a dit que je n'habitais pas sous des toits en zinc. Pourquoi c'est une erreur? Parce que Paris est la ville lumière. Pas du tout parce qu'il y avait de la lumière lors de l'exposition universelle de 1900, mais tout simplement parce que les toits en zinc, c'est un véritable réflecteur, si vous êtes un tant soit peu photographe. Donc cette idée de peindre les toits en zinc, en blanc, est à mon avis une erreur. Mais enfin voilà, merci. C'était une position, peut-être une réaction
Voilà, oui, il y a du débat. Alors, merci pour la perche tendue. J'ai dit un mot très rapide sur le fait qu'on aimerait travailler sur les toits en zinc. En fait, on parle beaucoup des toits en zinc. On dit, moi j'ai lu tout et son contraire. J'ai lu, ça a un mauvais albédo. Nous, dans la littérature scientifique, on lui met plutôt des albédos élevés, donc une forte réflectivité. J'ai lu, c'est un mauvais conducteur thermique. C'est un très bon conducteur thermique, ça n'isole pas. Alors, oui, sauf que vous demandez à n'importe quel matériau d'une épaisseur d'1 millimètre d'être isolant, il n'y arrivera pas. Donc c'est pas tellement le sujet. J'ai lu on a chaud sous les toits à cause des toits en zinc. En fait, quand nous on regarde la littérature scientifique, la réponse on l'a pas. C'est tout sauf gagné d'avance. Les toits en zinc, en principe, c'est ventilé par en dessous. Il est censé y avoir des combles perdus. Donc souvent, moi j'ai des témoignages de personnes qui vivent sous les toits en zinc isolés, mais où le comble perdu a été avalé pour faire du volume dans l'appartement, donc un plafond en cathédrale, et qui meurt de chaud en été. Le problème des toits, c'est aussi les fenêtres de toit, qui ont la particularité... Une fenêtre standard, c'est génial. En hiver, si elle est orientée vers le sud, le soleil rentre, si tant est que vous n'êtes pas trop bas, en ville notamment. En été, le soleil il est beaucoup plus haut, il affleure, il frôle la fenêtre et il y a très peu d'énergie qui rentre, sans protection solaire. Alors vous pouvez gagner encore plus en mettant une casquette, etc. Et puis si vous rajoutez des volets, etc., on s'en sort très bien. Le toit en zinc, la fenêtre de toit, c'est le contraire. En hiver, rien ne rentre, parce que le soleil est vachement bas, et en été, tout rentre. Donc c'est le chauffage en été. Et en fait, ça renvoie un petit peu à la question de qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur les toits. Mettre des fenêtres, des protections extérieures, contre les apports solaires, donc les fenêtres normales, c'est les volets, mais pour les fenêtres de toit, ça coûte quasiment aussi cher que la fenêtre de mettre un volet roulant extérieur, quand c'est autorisé. Et donc en fait, il y a un cumul de facteurs qui fait que nous, les chercheurs, on est obligé d'aller chercher des sociologues pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans les logements, les pratiques, de combler avec des gens qui travaillent plutôt sur le climat urbain, donc ils vont regarder comment le toit va affecter le climat urbain lui-même, l'extérieur, des gens de l'énergétique du bâtiment pour comprendre comment le toit il affecte ce qui se passe dedans, et travailler du coup avec la ville, avec les architectes, pour discuter notamment avec les services qui vont réguler les solutions d'adaptation possibles, pour voir bon qu'est-ce qui est acceptable aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut envisager demain, est-ce que c'est obligé d'être blanc, est-ce qu'il faut que ce soit gris mais réfléchissant, est-ce qu'il y a besoin de faire quoi que ce soit, c'est pas sûr. Et en fait, quand on cumule tout ça, c'est une situation, il y a plein de chercheurs qui sont confrontés à ça, mais moi, dès qu'il y a un sujet comme ça, je plonge dedans. Il y a un débat public qui fait un peu fureur depuis 2-3 ans sur qu'est-ce qu'on fait des toits en zinc. Et nous, les chercheurs, on ne sait pas vous dire on peut pas vous apporter d'éclairage aujourd'hui. Donc, appel aux financeurs, des bailleurs de fonds de recherche. Il faut soutenir ce genre de projet parce que il y a un vrai sujet. La ville a besoin d'agir maintenant parce que c'est demain qui va faire 50. Et on ne sait pas quoi vous dire maintenant tout de suite. Et nous, on met du temps. Hein. Moi, la réponse, j'aurai peut-être quelque chose dans 5 ans. Quoi. Merci beaucoup. C'est faux. On va pouvoir conclure sur ce débat et vous aurez l'occasion d'échanger à la pause si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants.